Bonjour à tous. On est content de lancer notre appel à projet implantation avec vous aujourd'hui et l'occasion euh, de faire un petit webinaire sur les modes d'essaimage, mais c'est surtout aussi l'occasion de donner la parole à la fois à des structures qui ont vécu l'essaimage territorial cette année, donc, du programme, donc sur 3 territoires. On aura aussi l'intervention des structures de l'accueil, des collectivités chargées de l'accueil territorial, qui prendront également tour à tour la parole pour présenter leur territoire. Puis un rapide tour sur justement le projet implantation, notamment un point sur les prochaines dates et les prochaines échéances. Voilà un petit peu le programme. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec les modèles pour essaimer. Et le premier modèle qui est un modèle d'essaimage plutôt externe. Donc le modèle d'essaimage externe, c'est diffuser un savoir-faire spécifique ayant fait ses preuves à d'autres acteurs afin qu'ils s'approprient la démarche et qu'ils reproduisent à leur tour l'impact social ou environnemental. Donner les moyens à ces acteurs de répondre à des besoins présents sur plusieurs territoires. Deux sous-modèles de l'essaimage externalisé. Le premier, ça va être formalisé, avec un processus de transfert qui est bien balisé, qui est formalisé, et surtout qui est transmis auprès d'acteurs qui sont identifiés par l'entreprise sociale. Voilà le premier mode. Et le second, mode d'essaimage externe ouvert, ou dit plutôt open source, c'est diffuser son savoir-faire assez largement, par exemple en libre accès sur son site internet, etc., pour diffuser au plus grand nombre. Des avantages par rapport à ce mode d'essaimage ne nécessite pas d'augmenter la taille de l'organisation, peu d'investissement, et ça permet de renforcer la visibilité et l'influence de sa solution. Limite, une démarche qui est incertaine, avec moins de contrôle sur cette diffusion, et un risque aussi de réappropriation de la solution, de modification, qui peut être négative. J'ai pas de témoin sur ce modèle d'essaimage, donc je vais passer directement au modèle numéro 2. Avant ça, je vous dis que n'hésitez pas à prendre la parole, soit en écrivant sur le chat, et puis j'invite mes collègues à bien lire la question à chaque fois qu'il y en aura une. Sinon, à poser directement la question à l'oral, que ce soit sur les modèles d'essaimage ou que ce soit sur les interventions de témoins. Un modèle d'essaimage pour continuer, donc la filiale. C'est créer une nouvelle entité juridique ou la structure mère, on appelle aussi la holding, va détenir plus de 50% du capital. On parlera alors de groupe pour évoquer la totalité des entités, c'est-à-dire la structure mère et les entités filles. Un cas particulier de filiale, je vais le prononcer en anglais, je vais sûrement l'écorcher, joint venture sociale. Qu'est-ce que c'est? C'est la création d'une nouvelle entité juridique, mais par deux acteurs qui peuvent être complémentaires. Souvent une structure de l'économie sociale et solidaire et une structure classique. L'exemple c'est Logins, qui est une structure l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les métiers de la logistique, qui a été créé par le groupe ARES et par la société de logistique XPO Logistique. Et ce type de structure, c'est social, développé et à l'honneur par la structure Social Cobiz, que vous connaissez peut-être et qui intervient au programme en plantation. Les avantages de la création. Alors, ces avantages et limites, c'est toujours de la structure. Ça nécessite, ça permet une implication forte de la structure mère au sein de la filiale, déjà que ce soit en termes de capital, en termes de prise de décision.
Ça permet aussi d'avoir une entité juridique qui est indépendante, donc quand même d'avoir une séparation, et que si jamais pour X raison la filiale ne fonctionne pas, et ben il n'y a pas de conséquences pour la structure mère, hormis la perte du capital initial qui a été. Et enfin, ça permet d'avoir une stratégie qui est assez uniforme, vu que il y a des liens forts entre chacune des structures. Les limites, la première, c'est que comme on crée une entité juridique supplémentaire, forcément, ça nécessite un travail important de création, de structuration, que ce soit administratif, à dédoubler, etc. Ça nécessite une mobilisation assez forte auprès de sa filiale, présent, de se déplacer régulièrement, etc. Et enfin, pour les associations qui voudraient créer une filiale, elles ne pourront pas le faire sous forme associative, parce qu'il y a une nécessité de donc créer une société commerciale pour créer une filiale pour une association. Excuse-moi Laurent, je t'interromps, mais Oui. ton son saccade beaucoup. Ah, Je ne sais pardon. pas si tu peux y faire quelque chose, mais ça est un peu haché. Ok. Je vais essayer. Je vais donner la parole à Alexis pour nous présenter la structure qu'il a développée sur Lyon. Alexis, je te laisse la parole. Oui, merci Laurent. Bonjour à tous. Donc, Sofu, effectivement, qui s'est installé sur Lyon récemment. Sofu, initialement, ça a démarré à Nantes il y a 2 ans, donc pour du lavage et de la location de fûts inox, pour les brasseurs notamment, en grande partie. Ça a démarré, en fait, les fondateurs travaillaient en tant que bénévoles dans une association, l'association Bout à Bout, qui fait de la consigne de bouteilles en verre, un petit peu comme Rebouteille sur Lyon. Et puis les brasseurs sont venus vers eux en leur disant: «Bah, c'est très bien ce que vous faites, mais on a la même problématique sur les fûts. On n'a pas d'alternative, on n'a pas de moyens», notamment les nouveaux brasseurs, pour acheter des fûts en inox et surtout pour acheter une laveuse qui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc il y a beaucoup de nouveaux brasseurs qui se sont orientés vers des fûts plastiques. Donc le grand nombre de brasseries qui a démarré dans les 5 dernières années n'a pas trouvé d'alternative au fût plastique, d'un point de vue moyen financier, principalement au début. Donc c'est comme ça qu'a démarré Sofu à Nantes il y a 2 ans. Et puis, fort de ce succès, ils ont vu qu'il y avait un besoin aussi assez fort sur les autres territoires. C'est pour ça qu'ils se sont tournés du coup vers d'autres villes avec la création de filiales. Alors, on est parfois un petit peu à la limite de la de la franchise sur certains aspects, mais bon, grosso modo, c'est quand même plutôt une filiale. C'est vrai que c'est pas toujours simple d'avoir un type d'essaimage vraiment, pur, 100 filiale, 100 franchise, d'être dans une catégorie à 100 je pense. Mais donc il y a eu la création donc d'une filiale à Paris, il y a 1 an. Alors je vois plus, je sais pas si c'est que chez moi, mais je vois plus la slide, mais c'est pas très grave, je peux continuer sans. Création de la filiale à Paris il y a 1 an, une 3e à Marseille il y a 6 mois et puis du coup, ils cherchaient un porteur, de cette filiale sur le territoire, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est moi qui les ai rencontrés dans le cadre de cette recherche et qui a démarré le projet avec eux en janvier de cette année. Et maintenant, on est opérationnel depuis 1 mois et demi. On est basé sur Saint-Priest et voilà, donc les gros enjeux, initialement, c'était évidemment de trouver des financements conséquents parce que, la laveuse de fûts, c'est un investissement important et puis le parc de fûts pour pouvoir démarrer assez rapidement, c'est aussi des gros investissements. Donc on a eu, ce premier enjeu de financement. Donc le gros avantage aussi de travailler avec la «maison mère» entre guillemets, c'est d'utiliser leurs connaissances de de ces recherches de financement puisque eux, ils ont démarré, il y a déjà quelque temps et ils ont pu, avoir une vision un peu générale de tout ce qui était possible, en tout cas sur leur territoire. Du coup, l'idée, c'est évidemment d'adapter sur le territoire, auvergne-rhône-alpin, mais j'ai pu aussi moi m'inspirer de leurs recherches de financement auprès de la région, auprès de l'ADEME également, ce qui m'a permis d'avancer un peu plus vite que si j'étais parti d'une feuille blanche, bien évidemment. Heu
Ouais, je vois quelques questions, mais je vais y revenir rapidement. L'idée, c'était aussi de démarrer rapidement parce qu'on a, suite à l'étude de marché qu'on a réalisée en début d'année, on a vu que le besoin était fort, qu'il y avait un grand nombre de brasseries sur le territoire et que la demande était très importante. Donc, on souhaitait démarrer très rapidement. Ce qu'on a pu faire, notamment avec cette connaissance-là aussi de la filiale, ce qui permet de reproduire un grand nombre de choses qui ont déjà fonctionné, d'éviter d'autres éléments qui ont parfois moins fonctionné. Et puis, trouver évidemment un lieu pour démarrer l'activité. Et c'est là aussi où Ronalpia nous a bien aidé dans la mise en relation avec les différents, euh, avec des bailleurs sociaux, avec la métropole, avec toutes les organismes et les personnes qui ont pu nous orienter vers un lieu adapté. Je vois qu'il y a une question, évidemment, enfin, pardon, sur le fait, oui, comment je les ai rencontrés, moi, c'est un peu du bouche à oreille. En fait, c'est une amie qui a posté sur LinkedIn, qui a vu leur recherche de porteurs de projets sur Lyon, et puis qui m'a tagué sur LinkedIn en me mettant, tiens, Alexis, économie circulaire, bière, Lyon, ça peut t'intéresser. Voilà, donc assez simplement. Donc je les ai contactés, on s'est rencontrés à Paris autour d'une bière, évidemment. Et puis à force d'en discuter, de creuser le sujet, voilà, la relation de confiance s'est installée. Et puis moi, j'étais de plus en plus intéressé. Et voilà, on a collaboré ensemble pour monter cette filiale lyonnaise, du coup, sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpin. Donc c'est effectivement une filiale puisqu'on a bien une maison mère, une holding, des fondateurs de la société Sofu, ce qui n'a pas été le cas au tout début, hein, puisque initialement ils avaient créé que Sofu, mais ils ne savaient pas si ça allait fonctionner. Enfin, Sofu à Nantes, pardon. Ils ne savaient pas si ça allait fonctionner, ils ne savaient pas au début si ça allait se développer sur d'autres territoires. Donc la holding s'est créée au fur et à mesure à partir de la deuxième ou la troisième, je crois même, filiale qui s'est créée à Marseille. Donc ça s'est fait au fur et à mesure. Et puis l'idée, c'est de mailler tout le territoire français, donc avec bientôt un centre de lavage également dans le sud-ouest, où pour l'instant on n'est pas présent. Mais l'objectif, c'est bien de travailler à l'échelle d'un territoire pour que ça fasse sens d'un point de vue écologique et économique. Parce qu'on ne va pas envoyer des fûts aux quatre coins de la France. Enfin, on peut le faire, bien sûr, techniquement, mais voilà, c'est ni écologique ni économique. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler à l'échelle d'un territoire et c'est bien l'objectif de créer des filiales par territoire, bien sûr avec la connaissance, l'expertise du premier centre, qu'on améliore aussi au fur et à mesure. Et puis c'est bien l'idée aussi, c'est que nous, dans chaque territoire, on va adapter en fonction des spécificités. Je pense notamment en Auvergne-Rhône-Alpes où on a des territoires, des brasseries qui sont pour certaines en station ou proches des stations dans les Alpes. Donc, on va avoir des enjeux logistiques un peu différents et puis on va avoir une saisonnalité différente. Donc ça, c'est quelque chose de très particulier à notre région Auvergne-Rhône-Alpes. On a un pic hivernal de consommation de bière, ce qui n'est pas le cas sur les autres territoires. Donc, on va adapter notre modèle, notre parc aussi en fonction de cette spécificité. Et puis l'idée également derrière, c'est de pouvoir remonter, même s'il n'y a pas vraiment de niveau hiérarchique ou quoi que ce soit. On travaille vraiment en collaboration très régulièrement. On est en contact tous les jours avec Mathieu et Hugo, qui sont les fondateurs initiaux de Sofu. Mais de partager les bonnes pratiques, les idées aussi qu'on peut avoir pour améliorer notre activité, pour la rendre pour la rendre encore moins impactante d'un point de vue environnemental. Donc, tous ces éléments-là vont nous permettre d'avancer plus vite pour l'ensemble des filiales SOFU. L'idée, c'est bien de partager, mais que chacun fasse pas son activité dans son coin, mais de pouvoir partager ces éléments-là tous ensemble, quoi. Merci Alexis. Est-ce que vous avez d'autres questions, Alexis? Non? Merci beaucoup, Oui. Alexis. Excusez-moi, j'ai rajouté une petite question. J'aimerais Ouais. savoir quel est ton statut et quel est le cadre de ta relation du coup avec Sofu, avec la holding. Ouais. Alors, le statut de Sofu Lyon, c'est une SAS. Donc, chaque filiale est une société indépendante, une SAS à chaque fois.
chacune des 4 filiales. Et puis, il y a la SARL, du coup, qui est la holding, qui a des parts, effectivement, dans chacune des SAS. Alors, tout à l'heure, Laurent, tu disais que la holding avait obligatoirement, enfin, je ne sais pas si c'est une généralité ou si c'est même une obligation, enfin, je ne sais pas, que la holding avait 50% de parts dans chacune des sociétés. Chez nous, c'est pas le cas, enfin voilà, il y a des cas un peu particuliers en fonction des envies et des besoins de chaque porteur de projet sur chacun des territoires. Mais on s'est mis d'accord initialement, chacun s'est mis d'accord avec la holding sur les parts, et puis on a réalisé des pactes d'associés aussi pour chacune des structures pour faire évoluer aussi ces parts-là. C'est-à-dire que moi, par exemple, aujourd'hui, je suis minoritaire effectivement dans la SAS SOFU sur Auvergne-Rhône-Alpes, mais dans le pacte d'associés, on a décrit que d'ici 1 an d'activité, j'aurai le choix ou de passer majoritaire à mon avantage, enfin, dans le sens où je récupère les parts au coût initial, ou à l'inverse pas de me retirer, mais de m'éloigner un petit peu plus du projet en revenant des parts à la holding. Donc ça, c'est des éléments qu'on a décrits dans un pacte d'associés qu'on a fait ensemble avec, bien sûr, l'aide d'avocats et de juristes sur les éléments juridiques sur lesquels on maîtrise un peu moins. Et j'avais Ok, aussi une merci beaucoup, question, Alexis. pour toi, Alexis. D'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole comme Elisabeth pour poser des... Ouais, vous m'entendez? Oui, de loin. Ok, super. Ouais, ma question, c'était avec qui tu es en contact dans qui est chargé de la stratégie de DCMH, qui t'accompagne un peu là-dessus. Tu disais que tu étais en contact régulier avec le fondateur. Enfin voilà, est-ce que c'est plutôt, est-ce qu'il y a une personne spécifique qui charge de ça? C'est effectivement les 2 fondateurs, donc Mathieu et Hugo, qui ont créé le SOFU à Nantes. Alors c'est beaucoup Mathieu initialement qui a monté le projet à Nantes, et Hugo qui a monté la 2e filiale à Paris. Donc je suis en contact régulier, quand je dis régulier, c'est vraiment tous les jours avec eux. Et c'est plutôt Hugo qui m'a accompagné dans l'essaimage, qui est venu, voilà, qui a participé à de nombreux ateliers avec Ronalpia, puisqu'on fait partie du programme implantation de Ronalpia. Donc, ils nous ont aussi beaucoup aidé pour voir comment ajuster notre essaimage. Mais donc voilà, c'est Hugo qui gère le centre, Hugo Daudet, qui gère le centre parisien, qui m'a beaucoup accompagné. Et puis sur d'autres aspects un peu plus techniques, un peu plus, oui, des techniques ou commerciaux, c'est un peu plus Mathieu sur des sujets sur lesquels il est un petit peu plus à l'aise. Ouais. En fonction des sujets, en fait, voilà, ça va être l'un ou l'autre qui va m'accompagner en fonction de sa disponibilité et de son expertise un peu plus poussée, quoi. Et ça marche, merci. Merci Alexis. Et merci à vous. Et ben maintenant, on va laisser la parole à Julie, Julie Berliet, qui travaille au sein de l'Aderli et qui justement est chargée de l'accueil territorial sur le territoire de la métropole de Lyon. Bonjour Julie. Tout à fait. Bonjour à tous, pour le coup depuis Strasbourg, puisqu'on est aussi avec Ronalpia à Strasbourg pour présenter le programme implantation ici à l'écosystème strasbourgeois. Alors, est-ce qu'on peut passer à la première stade? Donc déjà, je vais peut-être représenter brièvement l'Aderli et pour vous donner une idée de qui on est pour ceux qui ne nous connaissent pas. On est l'Agence de développement économique de la région lyonnaise. On est une association qui existe depuis 1974 et notre rôle, c'est d'accompagner des structures qui viennent s'implanter ou essaimer sur le territoire. Donc, tout secteur confondu. Alors, tout secteur confondu, mais effectivement, on est aligné sur les politiques de la métropole, puisque nos principaux mandants sont la métropole de Lyon et la Chambre de commerce. Donc, je vais juste vous donner un bref aperçu du territoire, parce qu'on a une structure en fait qui est assez singulière en France, puisque la métropole de Lyon fait office en quelque sorte de département. Donc, si vous voyez le petit dessin bleu et rouge sur le côté, ça vous donne une idée. Donc, on a effectivement le Nouveau-Rhône, mais la métropole de Lyon a maintenant des compétences en fait qui lui ont été attribuées, telles que
la santé, la compétence collège, etc., qui avant n'appartenaient pas aux métropoles. Donc, c'est un statut assez unique en France et elle représente 59 communes. Aujourd'hui, sur la métropole, on retrouve on retrouve des besoins qu'on va retrouver dans la plupart des grandes villes et qui sont des sujets de société, bien évidemment. Mais il y a un fort accent mis sur la transition écologique des entreprises et la transition sociale, énergétique. Et on va retrouver ça dans le logement, dans l'éducation, l'égalité des chances. Il y a un gros sujet actuellement, on en parle beaucoup, de l'accessibilité alimentaire, forcément avec la hausse du pouvoir, pas la hausse du pouvoir d'achat, mais la hausse des prix, pardon. Donc l'économie circulaire, je l'ai dit, et puis donc forcément des besoins sociaux, le maintien du lien social, notamment les personnes âgées, ce qui est vrai aussi dans les territoires périurbains, l'autonomie du tissu économique vis-à-vis de Lyon, et voilà, donc au-delà de ça, on a des sujets sur le textile aussi, sur l'énergie, sur la santé, on va parler de la One Health, donc la santé globale, comment on a dit santé animale, santé des personnes et santé de l'environnement, en fait. Tout est lié, on l'a vu avec le Covid. Voilà, donc ça, c'est une petite présentation globale des enjeux. Et si on peut passer à la slide d'après, je vais vous parler un petit peu plus concrètement du programme qu'on a en fait initié avec Ronalpia il y a 5 ans maintenant. Donc, depuis 5 ans, on a un partenariat avec Ronalpia pour les accompagner sur le programme implantation. Donc, comme je vous le disais, je vous présente un petit peu sur la gauche notre écosystème. Donc, Investi Lyon, on existe depuis 1974 et nous, on est organisé par filière sur le territoire. Donc, on a des conseils comme moi qui sont sur le numérique. Donc, pour le coup, c'est moi sur le numérique aussi. Donc, sur l'économie sociale leader, c'est moi-même. Sur l'énergie, sur la santé, sur les mobilités, sur l'industrie, sur le textile, sur l'alimentation, sur les services. J'en ai peut-être oublié un ou deux, mais c'est à peu près comment ça se passe. Et notre rôle, c'est vraiment de bien connaître le territoire sur nos filières. Et à côté de ça, on a des fonctions support. Donc là, c'est là qu'on va rentrer dans les services. Donc nous, les projets qu'on accompagne, c'est des projets d'implantation. Et on va accompagner sur la recherche de locaux. Donc pour ça, on a une personne qui est dédiée à ça, qui est en lien avec l'ensemble des acteurs immobiliers de la métropole et qui va organiser les recherches immobilières pour vous. On a quelqu'un qui est spécialisé sur les aides. Donc nous, on ne donne pas d'aide, mais en revanche, on va identifier avec vous toutes les aides qui sont mobilisables. Et on va aussi de plus en plus, alors, ça c'est peut-être essayer de trouver des financeurs. Ensuite, on a tout ce qui est mise en relation. Donc ça, c'est plus nous, notre réseau filière, tout ce qui est juridique et fiscal. Donc ça, on va vous mettre en relation avec des experts. On n'a pas de compétences en interne sur le coup, mais on a aussi tout un réseau d'acteurs qui ont leur spécialité, des avocats spécialisés, des experts comptables spécialisés. Et ça, on va vous mettre en relation avec ces gens-là. Ce qu'on a en compétences internes, c'est les RH. Et ça, c'est en général un sujet qui aide beaucoup les entreprises, puisque on a 2 personnes en interne qui vont vous accompagner sur le recrutement. Donc, ça peut être le premier recrutement, donc la personne qui va effectivement porter votre projet sur le territoire. On a une personne qui est en fait détachée de Pôle emploi, qui travaille pour nous, et une personne qui est RH. Et donc, elles vont vous aider à rédiger le profil de poste, à l'adapter au territoire, à le diffuser sur les bons réseaux du territoire, faire la préqualification des CV, faire des pré-entretiens avec les candidats, vous les soumettre et faire les rendez-vous avec vous si vous le souhaitez. Ça, c'est un choix. Ensuite, la mobilité des salariés, ça c'est aussi des compétences internes. Si vous avez un porteur de projet qui vient s'installer de Strasbourg, par exemple, à Lyon, on va l'aider à trouver un logement, à identifier les bons quartiers, voilà. En général, on accompagne aussi des entreprises internationales, donc là, il y a des logiques de visa, etc., donc un peu plus compliqué. Et on va aussi vous accompagner sur la communication puisqu'on porte la marque Only Lyon, qui est la marque territoriale. Et donc, on va vous aider à être plus visible sur ces réseaux-là. Voilà. Donc,
Ça, c'est notre rôle général. Et dans le cadre de notre partenariat avec Ronalpia, nos compétences ici vont venir complémenter l'appui en fait de Ronalpia. Donc, je ne sais pas, Laurent, si vous l'expliquez tout à l'heure ou pas. Je ne voudrais pas spoiler. Ah, je parlerai assez rapidement du contenu du programme et des D'accord. partenariats. Mais si vous voulez en dire un mot tout de suite, c'est possible aussi. Oui, Ronalpia, en fait, donc sur l'offre Luna. Donc, comme vous avez vu, on a donc ce partenariat depuis 5 ans nous a permis d'accompagner environ 50 projets sur le territoire. Ronalpia va mettre en œuvre des ateliers collectifs et des ateliers individuels. Va vous trouver un parrain mentor sur le territoire en fonction de vos besoins. Donc, ils vont faire un matching assez précis en fonction des besoins que vous avez. Comme le disait Alexis tout à l'heure, c'est très très important d'adapter son projet au territoire. Et ça, c'est ce qu'on va travailler en fait tous ensemble aussi, bien évidemment, avec nous, mais aussi avec les acteurs du territoire. Donc ça, c'est très important puisque, petite précision, on ne va pas accompagner des projets qui viennent en concurrence directe avec des projets qui sont déjà fortement portés sur le territoire. Et donc, là, si vous candidatez en fait à cet appel à projet et qu'on valide votre projet, c'est que voilà, c'est que tout va bien et c'est que c'est un projet qui est souhaité sur le territoire, puisque dans le jury, on va avoir la métropole de Lyon, des entrepreneurs lyonnais, nous-mêmes, la RDI, France Active, la CRES. Et donc, tous ces gens-là connaissent très bien l'écosystème. Vous avez un aperçu ici et vont dire, bah oui, effectivement, c'est un projet qui vient complémenter des besoins qu'on a sur le territoire ou qui va faire monter en compétence des acteurs du territoire ou qu'on n'a pas sur le territoire. Et oui, on veut accompagner ce projet. Voilà. Parce que pour rappel, effectivement, c'est un projet qui est gratuit, mais on a des ressources mobilisées qui sont financées par les collectivités. Voilà, donc tous les projets qu'on va accompagner sont des projets qu'on souhaite vraiment développer sur le territoire et donc on sera à vos côtés pour le faire. Là, c'est une petite slide, c'est la dernière. Si on peut revenir sur la dernière slide. Voilà, c'était juste... Non, avant. La slide où il y a tous les logos. Ah, pardon. Voilà. Donc ça, c'est pour vous présenter un petit peu plus en détail l'ESS à Lyon. Donc un réseau assez riche. Hein. Vous avez effectivement Ronalpia qui est un des plus grands acteurs, mais vous avez aussi le 107, le Tuba, Alter Incube, Anciela. C'est un territoire qui est labellisé French Impact. Je l'ai super bien dit avec un bel accent. Et puis, pas mal de partenaires financiers. Donc, vous avez RDI, vous avez la Caisse d'épargne, vous avez l'ADEME, vous avez la NEF, les SIGA, Banque des Territoires et des fondations. Vous en avez, on m'a donné le chiffre il y a quelques jours, il y a 186 fondations sur Lyon. Et après, ensuite, en ce qui concerne les acteurs de l'ESS, vous avez un petit aperçu des entreprises, enfin des structures qu'on a accompagnées au sein du programme de Ronalpia. Vous voyez qu'on a des noms assez sympas, donc Conciergerie solidaire, tout en vélocité cette année, Sofu que vous venez de voir, Singa, Kaboubou, Bebop, Reconnect, Signe de Sens, GETH, Article One, les ateliers à Masco. Bien sûr, j'ai pas pu mettre les 50, mais en tout cas, que des beaux projets. Et quelque chose aussi qui est important, c'est que Lyon, c'est une ville qui a une histoire humaniste. Donc, peut-être que vous le savez, l'abbé Pierre vient de Lyon, mais du coup, on a un territoire qui a toujours été imprégné de cette patte-là. Et on a donc notre proximité aussi avec Genève et qu'on a énormément de sièges d'ONG sur le territoire. Donc, pour les plus importantes, effectivement, Handicap International, Bioforce, Bioport, et récemment, on a été labellisé, alors j'ai plus le terme exact, mais on fait partie des réseaux internationaux d'accueil des réfugiés. C'est quelque chose qui tient très à cœur au maire de Lyon, Grégory Doucet. Donc il y a aussi pas mal d'acteurs sur ce sujet. Il y a des besoins qui malheureusement sont un peu montants. Et là, on a inauguré lundi une colocation solidaire avec Caracol qui est aussi accompagnée cette année dans le cadre du programme. C'était super. Ils ont Sixième Sens, qui est un gros acteur immobilier, leur a fourni un hôtel en plein centre-ville pendant 6 ans où effectivement on va avoir des colocations
locataires de tous horizons, des étudiants, des réfugiés, des travailleurs. Et ça a été inauguré en grande pompe et à juste titre lundi, c'était magnifique. Voilà, je voulais terminer sur cette petite note qui était un beau, voilà, un bel événement en début de semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis désolée, j'étais un peu speed, mais en fait, je suis aussi attendue pour présenter le programme dans 5 minutes. Merci Julie. N'hésitez pas à poser vos questions à Julie sur l'Aderly, partenariat avec Ronalka. Pas de questions? Bon, et ben, merci beaucoup. Si, il y a une question sur le chat de Vas-y. Lucie. Connaissez-vous une structure qui réalise un travail identique dans le département de Haute-Savoie? Merci. Je ne sais pas, Laurent, il y a d'autres Alors- territoires qui présentent dans cette présentation. Alors, la Oui. Haute-Savoie, je ne suis pas sûre. Alors, nous, Ronalka, on n'est pas présent sur le territoire de Savoie-Haute-Savoie. On a un partenaire qui mène des programmes qui sont proches des nôtres, notamment alors plutôt sur les programmes création, qui s'appelle Innoval. Ça peut être un bon contact pour justement savoir si eux-mêmes font de l'accompagnement à l'implantation territoriale, mais je ne suis pas sûr à 100%. Mais en tout cas, je le garde en tête et je vous mettrai en contact avec notre partenaire Innoval qui donnera sûrement le contact le plus approprié. Merci à vous. Je suis obligée de vous quitter du coup, Oui. mais bonne fin Merci de beaucoup, webinaire. Julie. Merci. Je crois qu'il y a Alexis aussi qui devra nous quitter avant la fin. Donc, merci à tous les deux pour ces prises de parole et puis pour cette année passée ensemble. On avance avec le troisième modèle d'essaimage qui est le modèle de la franchise ou du réseau. On les a mis ensemble parce qu'ils sont très proches. Le modèle, c'est la création d'un réseau de structures autonomes qui s'engagent contractuellement pour respecter un certain nombre de principes. On parle par exemple de franchise sociale. Donc la franchise, c'est une structure indépendante sélectionnée par le franchiseur, donc la société mère, qui aura le droit d'exploiter le concept du franchiseur, la marque, etc. Et on parle de franchise sociale lorsqu'elle est initiée par une structure d'utilité sociale. Voilà pour la franchise sociale. Et on va parler de réseau quand il y aura un peu moins de formalisation que le réseau de franchise, mais que la structure qui va se développer devra respecter, par exemple, une charte, etc. Il y aura quand même des choses qui permettront de faire réseau. Les avantages de ces modèles, c'est la mutualisation pour développer la notoriété, aussi l'ingénierie, etc. Et c'est quelque chose qui va peut-être être difficile à mettre à place au début, qui va être notamment pour la franchise, mais qui pourra être facilement réplicable une fois que tout sera mis en place. Les limites, mais la première chose, ça va être l'attente d'accompagnement forte du franchisé, notamment dans le cadre où il y a une redevance qui est due du franchisé jusqu'au franchiseur, qui est due au franchiseur. Et ben voilà, le franchisé, il sera en attente d'éléments d'éléments tangibles, d'accompagnement. Et la deuxième chose, c'est que la franchise, dans l'imaginaire, elle renvoie surtout à l'image de restauration collective comme McDonald's, et que ça peut renvoyer un imaginaire qui est plutôt éloigné de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est aussi pour ça que le terme social a été accolé au terme franchise, justement, pour s'éloigner de ça, parce qu'on reprend simplement un modèle et non pas... Pour présenter ce modèle, notamment de réseau, je vais faire appel à Clément qui développe la table de Cana sur le territoire de Valence. Clément.
Ouais, merci. Bonjour à tous. Donc voilà, comme tu l'as dit, moi je travaille pour un réseau qui s'appelle la Table de Cana. La Table de Cana, en quelques mots, c'est un réseau qui a été créé dans les années 80, donc qui est pas tout récent, et qui a été créé par un prêtre ouvrier qui voulait en fait faire travailler des sans domicile fixe, leur redonner du travail, et qui a trouvé comme solution de devenir traiteur. Pour ça. Donc, il s'est lancé en fait en étant une entreprise d'insertion, clairement, et c'est le vrai but d'ailleurs de la Table de Cana, comme il le dit. Notre but à nous, c'est de faire de l'insertion professionnelle, c'est-à-dire de ramener des gens, de raccrocher des gens au monde du travail, en les formant à un métier par l'expérience. Et le moyen pour ça, c'est d'être traiteur, c'est-à-dire traiteur assez classique, hein, comme on l'entend, c'est faire des petits fours, des cocktails, des séminaires, des mariages, mais aussi des plateaux repas et de la restauration collective. Ce réseau-là, il existe depuis une trentaine d'années, un petit peu plus maintenant, et il est composé de 9 entreprises qui sont toutes indépendantes les unes des autres. Donc, à la différence d'Alexis tout à l'heure, l'association nationale en fait qui anime ce réseau-là n'a pas de part dans les différentes entreprises du réseau Table de Cana. Depuis une dizaine d'années, il n'y avait pas eu de développement, et le souhait maintenant de la Table de Cana, c'est de doubler le nombre de personnes en insertion dans le réseau. Donc, il y a eu une volonté l'année dernière de relancer le développement du réseau Table de Cana. Comme je disais tout à l'heure, il est animé par une association qui n'a pas de moyens financiers spécifiques, et donc qui a décidé de se lancer sous forme de franchise. C'est-à-dire que moi, ce que je monte aujourd'hui dans la Drôme, c'est une structure qui sera indépendante des autres, à la fois financièrement, commercialement, et d'un point de vue équipe. Il n'y aura pas d'autre lien que de partager ensemble une marque qui s'appelle Table de Cana. L'avantage de ça, c'est qu'il y a une vraie indépendance, donc il y a une possibilité de s'adapter totalement à la région, totalement aux besoins ici des clients. Et il y a surtout l'avantage de bénéficier d'une marque qui est assez forte, qui est aujourd'hui renommée dans plusieurs régions. On est installé dans des endroits comme Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, tous ces coins-là. Et donc de bénéficier de ça. Alors, tu disais tout à l'heure, tu mets plutôt dans les inconvénients une attente d'accompagnement de la part du franchisé. Moi, je mets plutôt ça justement dans les forces de ce système de sorte de franchise sociale, c'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai un vrai lien avec cette association nationale qui est très impliquée dans le développement de cette nouvelle entreprise et de cette nouvelle structure ici. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai un tuteur qui est bénévole, qui est président de la Table de Cana Marseille, et qui m'accompagne au quotidien dans le développement de cette entreprise. Mais je suis aussi en lien avec tous les bénévoles de l'association que je peux appeler sans problème. C'est eux qui ont relu mon business plan, par exemple. Il y a un bénévole dans l'association qui est chargé de faire de la veille à la fois concurrentielle, mais aussi de la veille sur les appels à projets, sur les possibilités de développement dans les différentes régions. Il y en a un autre qui s'occupe plus particulièrement des parties financières, des choses comme ça. Je vous donne plein d'exemples de l'implication qu'il y a de l'association nationale. L'expert comptable, par exemple, de l'association nationale est quelqu'un qui est aussi membre de cette association et qui, a priori, va devenir l'expert comptable d'ici. Donc, pour moi, c'est un gros avantage. Et c'est peut-être la différence justement entre les franchises classiques et les franchises sociales, c'est que là, il y a vraiment une volonté que ça marche et que ça fonctionne, à la différence d'un McDonald's où vous devez arriver avec 1 million d'euros et c'est vous qui vous débrouillez. Là, il y a vraiment une volonté de cette association nationale de lancer cette entreprise et de le développer sur le terrain. Par exemple, moi, je suis aussi accompagné par Ronalpia. Au départ, c'est l'association nationale qui avait pris contact avec Ronalpia et qui nous a mis en lien pour que ça fonctionne sur le terrain ici. Voilà, que vous dire d'autre sur ce système de franchise? C'est vraiment une franchise sociale dans le sens où l'objectif final, c'est clairement de faire de l'insertion professionnelle et de travailler ici avec tous les partenaires type Pôle emploi, type les agglomérations, des gens comme ça, pour que on puisse embaucher des gens qui sont dans un besoin de retourner au travail. Merci Clément.
Voilà, ouais, je sais pas, j'ai abordé un peu tout ça. Donc, Ouais. Eh ben, on va pouvoir peut-être aussi compléter avec des questions. Est-ce que vous avez des questions sur ton essaimage à Valence? On a Sébastien Khoury de la Cloche qui doit filer, alors peut-être qu'il est déjà parti, qui nous fait part du fait donc pour la Cloche, il souhaite se développer sur Valence et Clermont-Ferrand, justement, sous forme de franchise, via des acteurs sociaux ou des associations d'éducation populaire. Donc, si parmi vous, des personnes en connaissent ou en sont, ou ont des idées, n'hésitez pas à contacter Sébastien ou à nous contacter, on vous met en lien. Bien, merci ça Nicolas. sera peut-être plutôt côté Ronalpia ou autre que moi. Mais... Des questions pour Clément? N'hésitez pas à prendre la parole directement. Ça avait l'air super clair. Ben, merci beaucoup Clément. Eh ben, de rien. Bonne journée à tous. Et on va maintenant donner la parole à Karine Fleury, qui fait partie, qui est notre partenaire sur Valence et qui fait partie de la FAPTI. Bonjour Karine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Très bien. Super. Je suis très contente d'être là pour vous présenter ce qu'on fait dans la Drôme. La Drôme, c'est un territoire qui est stratégiquement placé entre la vallée du Rhône et l'Isère. On est à 30 minutes de Lyon et à 2h10 de Paris. Ce qui fait de notre territoire du bien vivre un territoire d'accueil, surtout depuis le Covid, où les citadins ont décidé de venir s'installer à la campagne et si possible dans une campagne accueillante. Donc, c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens arriver et ça, c'est très chouette. On a effectivement en fait des paysages qui sont très contrastés entre de la vallée, des montagnes, voilà, et puis des paysages plus provençaux. Dans la Drôme, il y a 6 grands domaines d'activité, l'agroalimentaire, le cuir et le textile, les énergies, l'aéronautique et la sous-traitance mécanique, et évidemment le tourisme, qui est un gros point fort de la Drôme. C'est un territoire qui, historiquement, est très engagé. Ça a été le premier territoire bio en France. C'est un territoire de gastronomie renommé aussi, avec des grands noms comme Pic, Valrhona ou Chapoutier. Et c'est un territoire vraiment qui a l'habitude de développer des thématiques autour de l'innovation sociale, que ce soit en termes de démocratie, avec la commune de Saillant, qui a été la première à être une commune participative au niveau de la gouvernance, ou sur ces sujets donc d'accueil des migrants ou d'agriculture biologique. Tu peux passer au slide suivant. Bon, là, je vous ai mis quelques chiffres qui sont complètement indigestes, mais pour vous dire qu'on a pas mal d'étudiants, qu'on a beaucoup d'entreprises, qu'on a un gros pôle universitaire à Valence. J'ai mis aussi les heures d'ensoleillement. Bon, je dis ça, je dis rien. Et puis voilà, les rivières. Donc, c'est vrai que c'est un territoire. Moi, je ne suis pas issue de la Drôme au départ, mais c'est vrai que j'ai fait partie de ces migrants venus de Paris et je suis très contente d'habiter en Drôme aujourd'hui, à la fois parce qu'on y vit bien et en même temps parce qu'il y a une dynamique effectivement entrepreneuriale qui est assez incroyable, surtout sur ces sujets d'innovation sociale. Je pense que celui-là, voilà. Donc, je vous ai donné là quelques noms d'entreprises qui sont installées dans la Drôme ou qui s'y sont installées. L'Amazona, typiquement, qui est une structure qui fait du zéro déchet sur tout ce qui est cosmétique, était à Paris. Et Laetitia, la fondatrice, a décidé de troquer les tickets resto contre un jardin en permaculture bio, quand elle a vu ces poubelles débordées de trucs issus d'emballage de ce que les gens mangeaient le midi. Elle s'est dit non, mais ça ne va pas du tout être possible pour une entreprise qui fait du zéro déchet. Et donc aujourd'hui, ils sont installés en pleine campagne au milieu effectivement d'un immense potager et avec la vue sur le Vercors, et ils sont tous ravis. Vous connaissez certainement 1083, donc, qui est le pionnier du jean made in France, et d'autres encore comme EVK, le groupe Archer, les dynamiques de la BioVallée. On peut aussi citer Comptoir de campagne qui a essaimé sur notre territoire. À côté de ce bien vivre et de ces beaux paysages, on est un territoire qui a de forts enjeux.
autour de l'électronisme. On a un fort taux de pauvreté aussi en Drôme, une fracture énergétique forte. On est un territoire très rural, donc où il y a de fortes disparités entre des gros pôles urbains comme Valence ou Montélimar, et puis tous les petits villages tout autour qui sont parfois même en montagne, donc de fortes disparités. Le sujet de la santé, je pense qu'il est, voilà, il est prégnant dans tous les territoires, mais il l'est aussi chez nous. Le handicap et l'inclusion. Donc, il y a du travail à faire encore beaucoup sur plein de sujets sur notre territoire pour des entrepreneurs sociaux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, on a un partenariat avec Ronalpia qui dure depuis 3 ans sur les sujets d'incubation. Donc, depuis 1 an seulement sur les sujets d'implantation. Donc, vous avez entendu Clément. On a aussi la chance d'accueillir Wake Up Café qui s'est installé à Valence cette année. Voilà, et on espère bien accueillir plein d'autres projets. J'ai entendu la volonté de la cloche de s'installer, qui nous contacte avec plaisir. On le mettra en relation avec les bonnes personnes. Nous, 2 mots sur la FAPTI quand même. Donc la FAPTI, on est un établissement public qui a été créé parce qu'on a été lauréat d'un appel à projet de l'État qui s'appelle Territoire d'innovation, donc qui a doté notre territoire de 20 millions d'euros pour accompagner l'émergence de projets d'entrepreneuriat social. Donc, on accompagne aujourd'hui une centaine d'entrepreneurs sur ces sujets-là. On a une vraie communauté et on est en lien avec tous les acteurs du territoire, qu'ils soient privés ou publics, sur ces sujets d'entrepreneuriat et de développement économique, mais aussi Pôle emploi, mais aussi effectivement tous les acteurs comment dirais-je, je vais y arriver. Je vais repartir sur autre chose, ce sera plus simple. De l'éducation populaire, voilà, c'est le terme que je cherchais. Donc, voilà, on est à la FAPTI tous formés, surtout à établir des liens avec les différents réseaux. Et donc, on est très heureux d'avoir ce partenariat avec Ronalpia pour accueillir des projets qui souhaiteraient s'implanter sur notre territoire. Merci Karine. Est-ce que vous avez des questions pour Karine concernant la FAPTI, concernant Valence, la Drôme? Je fais appel à Nicolas si jamais il y a des questions dans le chat. Pas de questions, à part l'association Codico qui envisage une implantation sur Grenoble. Ok, eh ben, ça va faire le lien avec la dernière partie du coup de la présentation concernant l'Isère. Ok, eh ben, merci beaucoup Karine. On passe au dernier mode d'essaimage, l'essaimage en propre ou essaimage internalisé. Le développement est là porté en propre par l'entreprise sociale qui va missionner un membre de l'équipe ou qui va recruter un développeur local pour salariés. Donc, 2 sous forme d'essaimage internalisé. Le premier, ça va être centralisé. Le développeur est rattaché au siège. Ah, simple. Et la deuxième, ça va être la création d'établissements secondaires dans les antennes qui sont créées. On déclare l'antenne là où le développeur exerce ses missions et l'activité pour avoir ainsi sa propre identification SIRET, parce que SIRET, finalement, le terme, c'est système d'identification du répertoire des établissements. Donc voilà, par exemple, pour une structure, Sirène va être comment? Donc les 9 premiers numéros et les 5 derniers vont correspondre à chaque établissement. Donc voilà, chaque établissement aura son SIRET. Les avantages, une seule entité juridique, plus de proximité et de relation avec le développeur vu qu'il est membre de l'équipe, et ça peut avoir un côté rassurant pour les financeurs qui connaissent bien la structure. Une limite, ça peut représenter une prise de risque pour la structure, et ben notamment si on crée une antenne et finalement elle ne fonctionne pas, et ben ça peut avoir des conséquences finalement la structure au global, vu qu'elle ne serait pas compartimentée comme avec des filiales. Pour illustrer ce modèle d'essaimage, je vais faire appel à Angélique Dupré qui développe Generose Rhône-Alpes. Bonjour Angélique. Bonjour. Bonjour à tous et toutes. Angélique, je te laisse.
te Oui. laisse présenter Jeune et Rose et Oui. ton essaimage à la Loire. Avec plaisir. Donc, alors Jeune et Rose, en quelques mots, c'est une association, c'est un collectif de jeunes patientes touchées par un cancer du sein. Et en fait, on œuvre autour de 3 grands projets. Donc, je vous dis un mot très rapide sur chacun des projets. Il y a un projet qui s'appelle Les Tétonnantes, où on fait beaucoup d'écoute. C'est un réseau en fait d'écoute, d'entraide et de soutien entre anciennes et nouvelles jeunes patientes pour pouvoir trouver une vraie bouffée d'oxygène, de pouvoir échanger avec une autre jeune patiente qui vient d'être touchée par la maladie. Et pour ça, on organise des rencontres, du soutien téléphonique et autres. On a un projet Alerte Rose où on va sensibiliser les professionnels de santé en formation et en exercice. Et on a un autre projet qui s'appelle le Télététon, où on fait beaucoup de sensibilisation auprès du grand public, surtout auprès des jeunes, dans les lycées, les structures de jeunesse, et auprès du public vulnérable. Et pour ça, en fait, on veut qu'il y ait une prise de conscience que le cancer du sein touche aussi les jeunes femmes, les jeunes, et on utilise beaucoup les arts, le principe de la transmission, l'humour, le ton décalé. On anime notamment beaucoup d'ateliers poète-poète, qui sont des ateliers d'apprentissage à l'auto-examen mammaire et la connaissance des différents symptômes que peut prendre un cancer du sein. Voilà, en quelques mots, l'association. Elle a été créée d'abord à Bordeaux en 2017, donc par 2 jeunes patientes qui ont eu leur cancer du sein pendant leur période d'allaitement. Et donc l'association, en fait, le siège aujourd'hui est à Bordeaux, puisque l'association est née à Bordeaux. C'est aujourd'hui une équipe de 3 salariés au niveau du siège en Nouvelle-Aquitaine, avec des bénévoles et des ambassadrices. Il y a aussi des bénévoles ambassadrices dans plusieurs régions en France, notamment pour relayer le réseau des Tétonnantes. Et puis, alors moi-même, ayant été touchée par un cancer du sein fin 2016, quand j'avais 33 ans, j'ai rejoint très rapidement l'association qui venait de se créer en tant que bénévole, puis après ambassadrice, pour relayer les actions dans ma région, ici en Rhône-Alpes, puis après en Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai même fait partie aussi du bureau en tant que secrétaire. Et on va dire que voilà, pendant un peu plus de 4 ans, j'étais bénévole ambassadrice. Moi, j'avais repris mon travail de chargée de mission handicap après 1 an d'arrêt maladie. Et je faisais ces missions bénévoles, on va dire, en plus de mon travail, le soir et week-end. Et il y a eu un moment donné, fin 2020, où voilà, le constat était de se dire, il y a beaucoup de sollicitations en Auvergne-Rhône-Alpes, que ce soit auprès des jeunes patients, du corps médical, des professionnels de santé ou pour toutes ces actions de prévention. Donc, soit je réduis vraiment mon bénévolat, soit je tente de professionnaliser un poste pour pouvoir créer une antenne, pour professionnaliser une antenne. Donc, tout ça avec les encouragements et le soutien du siège. Donc voilà, j'ai sauté le pas, j'ai quitté mon CDI, je me suis donné 1 an et demi pour essayer de professionnaliser cette antenne. Je vous passe la partie angoisse, peur, etc., bien évidemment. Et aujourd'hui, l'antenne est créée, elle est professionnalisée. Alors, elle est professionnalisée par le fait qu'on a créé, en effet, en fait, on a fait le choix de faire un établissement secondaire. Donc, comme disait Laurent, de faire un numéro de SIRET à part, mais pas un numéro de sirène à part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'antenne dépend juridiquement du siège, avec ce numéro de sirène qui est le même. Mais on a dû faire la création d'un numéro de SIRET en local, donc d'un établissement secondaire, notamment pour pouvoir rechercher des financements en local. Parce que les financeurs aujourd'hui, quand on est sur des financements notamment publics, départements, régions, ils financent quand c'est en local, pas pour un siège qui est ailleurs. C'était un choix donc par rapport à ça. C'était surtout un choix parce qu'on est un collectif en fait de jeunes patientes. Donc c'était pas pertinent d'avoir 2 associations différentes. Laurent a parlé aussi du côté rassurant. Et pour moi, ça l'était en fait d'être un établissement secondaire et pas de recréer une autre association avec la création d'un autre bureau, une nouvelle présidente, une nouvelle secrétaire, une nouvelle trésorière. C'était pour moi, déjà, je devais quand même porter cette professionnalisation de l'antenne, donc porter en plus une association. Et d'une, c'était pas rassurant pour moi, porteur de projet finalement. Et puis en plus, c'était pas en cohérence avec notre état d'esprit où on est un collectif. Donc voilà, et après 1 an et demi, enfin un peu plus d'1 an, et notamment une partie en étant accompagnée par Rhône-Alpia,
pour justement mieux connaître tout cet écosystème, l'économie sociale et solidaire, la mise en relation avec les bons partenaires, pouvoir échanger avec d'autres porteurs de projets. Aujourd'hui, moi, j'ai pu professionnaliser un poste puisque je suis salariée depuis le mois de février. Voilà. Et au niveau de l'antenne, mais c'est le cas aussi pour l'association en général, le siège, on a un modèle économique hybride avec la recherche de subventions publiques, la recherche de subventions privées, des dons et mécénats, et une partie d'autofinancement où on fait, nous, des prestations d'ateliers poète-poète en entreprise. Donc, il y a une partie, alors je suis très soutenue par l'association, par le siège au quotidien sur tout ce qui est formation, etc. J'ai une partie aussi de soutien financièrement du siège, l'idée étant quand même d'avoir mon autonomie au niveau de l'antenne. Donc c'est ça où ça peut être un petit peu le côté parfois un petit peu stressant parce qu'on se dit on a quand même cette autonomie à avoir, mais à la fois c'est bien aussi. Et voilà, j'essaye de vous dire un peu l'essentiel, mais surtout de laisser quelques minutes pour les questions. Merci Angélique. Justement, vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, peut-être juste une de ma part, Angélique. Comment on fait? On est en plein mois d'octobre rose. Déjà, merci d'intervenir dans cette période chargée, j'imagine. Comment on peut retrouver les informations sur les événements Oui. proches, Alors, sur les événements locaux, sur les réseaux sociaux, du coup, jeuneetrose.aura, A-U-R-A, que ce soit sur Instagram, Facebook. Là, il y a vraiment, du coup, toutes les stories tous les jours, parce qu'on a en effet des actions du lundi au dimanche. C'est assez fou, même si nous, c'est toute l'année, mais Octobre Rose est vraiment un temps fort. Donc, jeuneetrose.aura. Après, il y a aussi Jeune et Rose tout court pour tout ce qui se passe au national et la page de le Télététon. Merci beaucoup, Angélique. Merci. Et on va aller maintenant beaucoup à l'est, dans la région, à Grenoble. On va donner la parole à Morgane Ledouaré au nom de Invest in Grenoble. Bonjour Morgane. Excuse-moi, juste une seconde, Laurent. Oui. On a Marion qui pose une question sur le seuil minimum d'autonomie financière qui aurait été défini. Est-ce qu'il y a un seuil minimum d'autonomie financière défini avec le national? Pour ce qui concerne l'antenne Jeune et Rose, Aura? Oui, voilà. Non, on n'a pas défini. Alors, on a plutôt défini le siège, en fait, pendant 2 ans, aide à une partie du salaire, c'est-à-dire 1/5 du salaire donc, du coup, de mon poste, pour le coup, puisque c'est moi qui représente l'antenne, et soutenu par le siège, et avec des points qui sont faits réguliers sur justement la compta, et avec un petit peu le deal de se dire si à un moment donné l'antenne a besoin d'une avance aussi trésorerie ou est en peine à un moment donné parce que finalement on n'obtient pas le financement qu'on avait prévu, il y a le siège qui peut venir en soutien. Mais on ne s'est pas défini quelque chose de minimum. L'idée est d'être sur le plus proche d'une autonomie avec ce coussin en fait de sécurité du siège si jamais il y a 10% d'aide, quoi, par exemple, enfin de manque. Je ne sais pas si je suis très claire, mais si ce n'est pas le cas, vous me le dites. Merci Angélique. Est-ce que c'est clair? Merci à toi. Allez, je laisse désormais la parole à Morgane. Bonjour Morgane. Merci Laurent, vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Voilà, donc il s'est mis sur un autre territoire. Évidemment, c'est une stratégie professionnelle, mais ça peut être aussi un choix de vie. Donc c'est pour ça que vous avez ici plusieurs photos qui viennent avoir de certaines particularités de territoire. Hein. Vous voyez, Grenoble, c'est une ville très plate, mais qui est entourée de montagnes et qui propose diverses possibilités d'activités de pleine air sur les 4 saisons. Vous avez aussi en bas à droite une photo écoquartier de France. Ce n'est pas forcément le plus performant aujourd'hui, mais en tout cas, ça a été le premier. Et puis une photo d'une fresque murale. Hein. C'est vrai que Grenoble organise depuis plusieurs années un festival du street art. Voilà, donc c'est évidemment pas exhaustif, mais je pense qu'avec ces quelques photos, vous avez
à Grenoble, de ce que c'est que de venir travailler et vivre à Grenoble. Alors, je vais passer à la seconde slide. Alors ici, j'ai choisi de mettre en fait un certain nombre de marqueurs qui sont assez significatifs de la métropole de Grenoble. La métropole de Grenoble, c'est à peu près en taille la 8e de France sur les 22 métropoles, donc c'est une taille moyenne. Voilà, c'est 440 000 habitants, 240 000. Et vous avez certains indicateurs de la qualité de vie du territoire, ce que de l'eau, le recyclage des déchets, la proximité avec la nature, un usage très développé du vélo. Alors, évidemment, c'est la ville la plus plate de France, donc ça explique peut-être aussi cela. Et puis, voilà. Et puis, vous avez aussi d'autres indicateurs que j'ai mis plus sur la droite qui sont alors très synthétiques, mais c'est vraiment pour vous donner très rapide, qui sont des spécificités économiques du territoire qu'il faut avoir en tête. Donc, alors effectivement, comme je dirais, sur la plupart des territoires, la moitié des emplois sont dans les activités de service à la population, hôtel, restauration, à la personne, etc. Mais ce qui distingue Grenoble des autres métropoles, c'est qu'elle est très tournée vers l'innovation. Il y a des grands acteurs de la recherche et qui l'objectivent, par exemple, le stage d'emploi dédié à la R&D de ce territoire, le premier de France. Et vous avez une autre spécificité, c'est que c'est une métropole qui est assez industrielle. C'est la deuxième derrière Saint-Étienne. Voilà. Et puis ça devrait perdurer parce qu'on a un certain nombre de startups qui se créent sur le territoire qui sont à vocation industrielle. Donc, il faut avoir ça en tête. Voilà, si vous voulez un peu connaître plus le territoire. Et voilà, donc c'est pas l'exhaustivité, effectivement, du territoire, mais je veux dire, si vous devez retenir quelque chose, voilà, ça vous intéresse vraiment le plus. Alors, on va passer à la slide suivante, qui pour le coup va vous montrer un petit peu plus ce que c'est que l'ESS sur le territoire, parce qu'on parle d'innovation technologique beaucoup. Et il y a aussi de l'innovation sociale. D'ailleurs, c'est le territoire qui a vu naître la première mutuelle de France, 603, celle des gantiers. Au 19e siècle, il y avait près de 20 000 personnes qui travaillaient dans l'industrie du gant. Voilà. Et donc, le territoire de l'ESS sur le territoire, 12% des emplois qui sont répartis dans 1800 structures. C'est aussi un territoire labellisé French Tech, et avec un accompagnement qui se structure vraiment fortement sur la métropole de Grenoble. Et des associations, des structures soutenues par la métropole de Grenoble, comme Gaïa, évidemment, des hôtels d'activité, et puis l'agence Grenoble-Alpes, que je représente aujourd'hui, et qui va vous accompagner dans l'essaimage. Alors, c'est un essaimage pour ma part qui est individualisé, qui dépend en fait de vos besoins, d'apporter de l'information économique et sociale, de la mise en relation avec des acteurs locaux, alors des acteurs publics, ça peut être le CHU, le département, certaines directions de la métropole, mais ça peut être aussi des acteurs privés, la CCI, des entreprises. Faire aussi de la mise en visibilité, puisque vous voyez le logo là, avec le G, c'est la marque, c'est l'équivalent d'Only-Lyon sur Grenoble. Et voilà, on est très présent sur les réseaux, donc on peut mettre en visibilité votre projet d'implantation. Et voilà, donc je ne suis pas exhaustive, on va dire que c'est vraiment des besoins dont donner à voir. Alors, je vais être très rapide sur cette slide, mais ce que je voulais vous montrer, donc c'est l'ESS, elle prend de l'ampleur, elle est présente historiquement, mais elle prend de l'ampleur et on a de plus en plus d'événements qui mettent en lumière cet écosystème, que ce soit les journées de l'emploi social et solidaire ou les journées de l'ESS qui a eu lieu la semaine dernière, ou voilà, le Grenoble Civic Lab qui réfléchit sur les inclusions numériques. Et un tout petit focus sur les sociétés à mission, ce n'est pas exhaustif non plus, mais il y a vraiment une diversité d'acteurs concernés. Vous avez une start-up, Phoenix, qui a les sociétés à mission. Ulysse, on va dire que c'est peut-être moins insertion. Vous avez aussi l'école de commerce management qui s'est mise. D'ailleurs, on a des porteurs de projets de l'ESS qui... Il a les tri Gilbert aussi, ouais. Exhaustif, mais en tout cas, celles-ci, elles sont communiquées sur cette volonté. Sur la slide suivante, c'est juste pour vous montrer que, voilà, là, vous avez à peu près... c'est pas exhaustif non plus, mais voilà, l'effervescence autour de la création de pactes. Et ça vous révèle aussi qu'il y a vraiment une sur le territoire
d'axer sur l'alimentation locale et bio, l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est une structure sur le territoire sur lesquelles la métropole met l'accent, mais aussi la mobilité urbaine et rurale. Alors, la métropole a vraiment été curieuse de ne pas faire venir des nouveaux acteurs qui viendraient en concurrence, mais ne vous souhaitez envisager Grenoble, territoire d'essaimage, ne vous jurez pas, mais par contre, on discutera pour savoir si déjà des acteurs qui sont très présents, très structurés. Et en une seconde, une dernière slide pour vous parler d'une démarche qui est collective pour la résilience du territoire, qui est initiative partenariat avec 2 collectivités territoriales qui sont voisines, le Grésivaudan et le Pays. Et voilà, qui a entraîné avec elle aussi les grands acteurs économiques, les entreprises, pour travailler sur la résilience et compris que voilà, il y a une vraie volonté du territoire pour faire évoluer les choses vers la transition sociale, environnementale. J'ai fini. Est-ce que vous avez des questions concernant Grenoble? N'hésitez pas. Voilà, de lire les questions. On ne voit pas dans le chat pour le moment. Questions. Ok. Merci beaucoup, Morgane. On va terminer cette session. On est un petit peu tard, désolé, mais rapidement, avec quelques mots sur la projet implantation. Promotion. Territoire. On t'entend plus, Laurent, je crois. Ok, let's go. Vous m'entendez pas? Là, ça revient un peu. Ah, ok. Bien, j'ai l'impression qu'il y avait un petit écho aussi, couper les micros. Donc, je disais 4 territoires d'implantation que vous voyez ici, la Loire, le Rhône, l'Isère et la Drôme. À qui s'adresse cet appel à projet qui peut être bénéficiaire? Eh ben, ça peut être une structure qui répondrait à un besoin social peu ou mal couvert sur ces territoires visés. Circuit court, alimentation, habitat, inclusion, habitat et plein d'autres. Donc, sur impact social et environnemental. Deuxième chose, votre structure a déjà stabilisé son modèle et a fait preuve de son impact sur un ou plusieurs territoires. Et troisième point, vous envisagez d'essaimer vers la région Auvergne-Rhône-Alpes. En quelques mots aussi, le calendrier. Donc, on a un plein appel à projet. Ça se terminera le 14 décembre. Cette phase de candidature suivie des phases d'entretien individuel avec les coordinateurs du programme. Et il y aura en janvier, début février, des comités de sélection dans chaque territoire, composés, comme le rappelait tout à l'heure Julie de la DERDI, de représentants du territoire, que sont les structures et les entreprises sociales qui ont déjà été accompagnées sur le territoire. L'accompagnement fait au 21 janvier 2023. Pour en savoir un peu plus sur ce programme, notamment sur le contenu, on vous propose de participer aux sessions suivantes en présentiel si vous êtes basé à Paris ou Bordeaux. Vous voyez donc les prochaines dates, 17 novembre et 2 décembre. On vient à votre rencontre avec la DERLI pour vous présenter ce programme en plantation en détail. Et enfin, on aura le 7 novembre un atelier d'information par visio. Là, on rentrera vraiment dans le détail du programme et vous aider dans vos démarches de candidature. Voilà, j'arrive à la fin de cette présentation. J'en profite pour remercier toutes les structures qui soutiennent ce programme en plantation et notamment voilà, ceux qui sont intervenus
ce matin à Derly, Investing Grenoble et FAPTI. Laurent, nous avons une autre question. Est-ce que les entretiens individuels se font avec les porteurs locaux et ou avec un représentant du siège national? Comment ça se passe? Alors c'est plutôt avec les deux, voilà, à la fois le siège et le développeur local lorsqu'il a été déjà identifié. Très bonne question. Voilà, et on a Laurence qui demande si le PowerPoint sera disponible. Eh ben, j'ai vos coordonnées, donc voilà, si vous étiez bien inscrit, j'ai votre email, donc je vous ferai passer à toutes et tous le diaporama, il n'y a aucun problème. Avec les informations utiles vers notre page appel à projet implantation de notre site internet. Voilà, désolé, on est un petit peu en retard. Merci d'avoir pris le temps de rester un petit peu plus avec nous. Je remercie encore tous nos intervenants, que ce soit nos partenaires territoriaux et nos témoins. Je les félicite encore pour tous les développements qu'ils ont fait cette année sur leur territoire d'implantation. Voilà, c'était chouette d'avoir sur les dernières réussites. Bravo à eux trois. Et ben, je vous souhaite à tous une bonne journée et on reste à votre disposition si vous avez des questions supplémentaires. Merci à tous. Bonne journée à tous. Merci.